Bonjour et bienvenue dans Studio W, l'émission de Workplace Magazine. Au menu ce matin, après un coup d'arrêt forcé en 2020, la restauration d'entreprise est bel et bien de retour sur le devant de la scène. Interrogés dans le dernier baromètre d'Actineo, les salariés français se positionnent sans équivoque. Parmi les 6 espaces indispensables au bureau selon eux, 4 concernent la restauration. Preuve encore que le sujet, synonyme pour beaucoup de partage et de convivialité, s'est imposé comme un levier de retour au bureau. Les unes après les autres, les entreprises repensent alors le rôle et l'offre de restauration sur le lieu de travail. Vous entendrez ce matin notamment 2 exemples. Mais alors, comment la restauration est-elle devenue fondamentale pour les directions? Serait-elle en passe de devenir un levier de performance? On en parle dans un instant avec nos invités. Bonjour et bienvenue à vous 4. Nathalie Cara, vous êtes responsable de l'environnement de travail chez Manutan. C'est cela, bonjour. À vos côtés, Anne Griffon, directrice de Château Forme Inside. Bonjour. Laurie Pijobès, vous êtes directrice Workplace Hospitality et Real Estate chez Ubisoft. Oui, bonjour à toutes et à tous. Et enfin, Guillaume Richard, responsable marketing chez Food Chéri. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. Suite au confinement, certains prédisaient la mort imminente de la restauration d'entreprise, alors délaissée par les salariés. Une prévision qui ne s'est finalement pas réellement vérifiée 3 ans après. Au contraire, la restauration continue de faire beaucoup parler et bénéficie même d'un regain d'intérêt. Pourquoi un tel retour sur le devant de la scène? Pourquoi est-ce devenu si important pour les directions comme pour les salariés? Nathalie Cara, je vous laisse commencer. Eh bien, chez Manutan, la restauration fait partie intégrante du projet d'entreprise. On n'a pas posé un restaurant d'entreprise à côté du projet, on l'a intégré. Donc, on a choisi d'internaliser notre système de restauration et ça, c'est hyper important. Donc, on a une brigade de 10 collaborateurs qui cuisinent au quotidien pour nos collaborateurs avec une politique d'achat local. On a tissé des liens avec des collectifs de paysans de façon à nourrir nos collaborateurs sainement et en fonction des produits de saison. Et pour autant, est-ce que vous avez quand même vu un avant-après Covid au niveau des usages ou de l'importance en tout cas de la restauration? Clairement. Clairement, lorsque nos collaborateurs viennent sur site, lorsqu'ils ne sont pas en télétravail, on a vu notre fréquentation du restaurant augmenter alors que l'on craignait une baisse des fréquentations. Aujourd'hui, on est à plus 10% de fréquentation. Et donc ça, c'était inespéré. Les collaborateurs, lorsqu'ils viennent sur site, consomment en tout cas et déjeunent tous ensemble. Et donc ça, c'est un nouveau phénomène. Avant le Covid, on avait moins de télétravail. Donc ils allaient faire des courses le midi. Aujourd'hui, c'est plus le cas. Donc lorsqu'ils viennent sur site, ils viennent manger. Anne Griffon, est-ce que vous constatez vous aussi ce regain d'intérêt pour le service de la restauration? Alors, regain d'intérêt, je ne peux pas avoir cette prétention puisqu'on s'est lancé assez tardivement, nous, post-Covid, sur des solutions entreprises. Mais ce qu'on a constaté, c'est qu'on a pris la suite d'opérateurs plus traditionnels. Et la manière dont on opère la table, qui est pour nous, comme vous le dites, vraiment un moment de partage et d'échange, fait que oui, on a vu que c'était un facteur vraiment différenciant et qui permettait vraiment de faire venir les collaborateurs au bureau. Un facteur différenciant, est-ce que vous êtes d'accord avec ça de votre côté, Laurie Pijobès? Oui, absolument. Après, pour revenir aussi sur ce que disait Nathalie précédemment, chez nous non plus, la restauration, c'est pas un phénomène, un service nouveau. Ça a toujours été au cœur de nos recherches en termes d'innovation servicielle. Par exemple, les équipes Workplace en 2019 avaient déployé une première flotte de frigos connectés sur nos sites montreuillois. À l'époque, c'était assez révolutionnaire. Sans le citer, on va parler de Foodles, avait un peu moins d'1 an d'existence. Depuis, on a ouvert notre restaurant d'entreprise post-Covid, là, qui a en effet remis un coup de projecteur sur ce type de service. Donc, je ne parlais pas forcément de regain d'intérêt. En revanche, c'est vrai que post-Covid, on pourrait noter 2 grands changements majeurs. Du point de vue de la direction, en effet, de l'employeur. Je pense qu'on voit plus maintenant la restauration, moins comme un devoir, mais plus comme une façon de dynamiser le retour sur site et de véhiculer aussi certaines valeurs, notamment en matière de bien-être, bien manger et de sobriété énergétique. Et puis du côté des prestations aussi.
au moment de l'appel d'offres sur le restaurant d'entreprise en 2019, on a eu du mal à trouver des répondants qui adressaient l'ensemble de notre cahier des charges, notamment en termes de qualité de l'offre, de sourcing, etc. Je pense que c'est plus le cas aujourd'hui. Donc l'offre s'est structurée pour le bien des clients que je représente aujourd'hui. Donc ça, c'est un changement, je pense, assez important. On va revenir sur l'ensemble de ces critères, effectivement. Guillaume Richard, de votre côté, quel constat ? Alors moi, je suis complètement d'accord. C'est vrai que ça a un peu bouleversé, le Covid a un peu bouleversé les habitudes et aussi le télétravail. Aujourd'hui, nous, on l'a noté que plus de la moitié des télétravailleurs, des travailleurs, télétravaillent en Paris et Petite Couronne. Donc les entreprises aujourd'hui plus de la moitié des entreprises ont recours au télétravail. Donc ce qui fait que ça a un peu changé aussi les fréquentations sur site. Donc les entreprises ont dû s'adapter. Et les nouveaux acteurs aussi de nouvelles solutions, notamment dans la food tech comme Foodcherry, sont venus proposer des choses un peu différentes donc les collaborateurs ont besoin d'avoir plus de choix aussi sur site, une alimentation un peu différente et quelque chose de plus sain aussi, de chercher la convivialité quand on vient sur site, alors qu'avant on y allait tous les jours, là maintenant on y va moins, mais du coup on y va pour s'y retrouver aussi et trouver quelque chose de différent avec ses collègues. Alors, dans de nombreuses études, effectivement, les salariés placent la restauration en tête des services qu'ils attendent désormais d'une entreprise. Certaines directions parlent même de la pause déjeuner comme du nerf de la guerre, je cite. Est-ce qu'on peut dire que c'est réellement devenu un levier d'attractivité et de fidélisation ? Nathalie Cala. Oui, clairement oui, puisque aujourd'hui, nous, chez Manutan, on propose un repas entrée, plat, dessert à 3,60 €. Donc c'est un prix défiant toute concurrence avec des produits sains. Donc ça, c'est vraiment un levier d'attraction, mais aussi de rétention de nos talents. Je crois que le rôle de nous, responsables environnement de travail, c'est de aussi retenir les talents, et ça passe par la nourriture aujourd'hui. Chez Ubisoft aussi, c'est devenu un levier d'attractivité et de fidélisation ? Alors, moi, je serais un petit peu plus nuancée sur la partie attractivité. Je suis tout à fait en accord avec ce que disait Nathalie sur la rétention de nos talents, la pause déjeuner, au-delà même de ce qu'on a dans l'assiette, la pause déjeuner, le fait de pouvoir créer ces moments de convivialité qui viennent nourrir aussi la culture d'entreprise, qui viennent nourrir nos valeurs, c'est devenu un vrai levier de rétention de nos talents. En revanche, en termes d'attractivité, je suis un petit peu plus nuancée. Pour moi, quand même, ce qui fait encore l'attractivité d'un job, c'est l'entreprise, sa marque employeur, la façon dont elle s'exprime au travers de ses valeurs, de sa culture, ses locaux, bien sûr, la localisation, la politique RH, et puis c'est le job, son adéquation en termes de valeurs, de sens, puis le contenu de la mission. Donc voilà, je serai un petit peu plus nuancée, mais je crois beaucoup en effet dans les services qui viennent apporter de la convivialité, du bien-être dans la fidélisation de nos talents, bien évidemment. Anne Griffon, de votre côté, qu'est-ce que vous Moi, je pense qu'effectivement, c'est pas que la restauration, ce serait tellement plus simple, mais ça y participe, particulièrement en France, où on sait que la table est un élément assez central. Et c'est sûr que on a coutume de dire chez Château Forme, des talents heureux font des clients heureux. Et si vous voulez des talents heureux, il faut qu'ils se sentent bien. Et comme vous disiez, Nathalie, il y a cet aspect table qui participe au bien-être global du collaborateur, et elle me semble essentielle. Je pense qu'on va en parler aussi un peu plus tard, mais il y a aussi ce contexte inflationniste qui fait que tout le monde n'a pas les moyens de se faire un chariot équilibré tous les jours. Et si mon employeur peut participer à me permettre de manger correctement chaque jour, je pense que ça peut y participer pour une bonne partie. Ouais. Effectivement, on reviendra sur le sujet de l'inflation un peu plus tard. Guillaume Richard ? Alors moi je suis d'accord, c'est vrai que le premier besoin aussi dans une entreprise, c'est de se nourrir, sur la pause du déjeuner évidemment, et je suis d'accord qu'il ne faut pas oublier qu'on est français et que c'est un critère de choix aujourd'hui et qu'on aime bien manger, et je pense que c'est un critère qui est assez fondamental pour
moi je suis convaincu que c'est assez fondamental pour la marque employeur, puisque de proposer aussi du choix, tout type d'alimentation, c'est-à-dire de l'alimentation qui va être assez traditionnelle comme les RIE ou les self, à une alimentation aussi un petit peu innovante et flexible, comme les acteurs de la food tech, permettent d'avoir 2 choix aussi et permettent d'être assez attractifs aussi pour des locaux ou pour une marque employeur dans une entreprise. Mais je me permets un point, c'est ce que vous disiez, Nathalie, là on est focus sur le midi, mais nous on a des clients qui ont aussi fait le choix d'offrir le petit déjeuner. Oui. Ou le goûter, voire les deux, à leurs collaborateurs pour les plus gourmands. Et on voit clairement que ça fait venir les collaborateurs au bureau. Donc, et c'est aussi un moment où ils se retrouvent, où ils travaillent. Dans un moment aussi où on se demande comment on fait pour remplir ces espaces qui sont très peu occupés. Déjà que les bureaux sont peu occupés, on dit que c'est 12% à l'année. Donc je ne vous parle même pas des lieux de restauration. Eh bien, on se rend compte que créer aussi ces moments tout au long de la journée, ça permet vraiment de remplir les espaces et aussi de créer des moments de travail différents. Donc oui, ça, c'est intéressant comme levier. Et il me semble justement chez Manutan que vous avez aussi déployé le petit déjeuner pour les salariés. Ouais. On va parler des modèles quand même et de ce que vous avez mis en place dans vos entreprises. Chez Manutan, c'est quoi l'expérience restauration par exemple ? Alors l'expérience restauration, il y a 3 univers. On a très distincts de façon architecturale mais aussi en termes d'offres. Donc on a une cafétéria qui ouvre le matin à 8h. Qui permet aux collaborateurs qui sortent du sport ou qui n'ont pas le temps de prendre leur petit déjeuner le matin, de venir prendre un petit déjeuner équilibré. Ensuite, la cafétéria se transforme en lieu pour le déjeuner de restauration rapide. Et puis, on y fait des after-work le soir. Ça, c'est notre premier univers. Ensuite, on a notre univers de restauration collective classique avec une salle qui peut accueillir jusqu'à 250 collaborateurs en simultané. Et puis, la dernière nouveauté, c'est effectivement comment est-ce qu'on permet aux collaborateurs de se retrouver différemment. Et on a créé un bistrot où les collaborateurs peuvent venir avec des partenaires, mais aussi entre collaborateurs. Et notre chef a développé une offre de bistronomie pour un prix de 15 € entrée plat ou plat dessert qui est très abordable pour nos collaborateurs, mais qui permet d'échanger dans un lieu atypique et de consolider cet état d'esprit d'entreprise et les liens humains. Donc l'offre bistronomie a été créée l'année dernière, il me semble. En juin, l'année dernière. 2023. Et c'était pour répondre à un besoin supplémentaire par rapport aux restaurants plus classiques. En fait, j'étais partie du constat où on a un steakhouse juste à côté de l'entreprise et c'était la seconde cantine de Manutan. Et on s'est dit, il y a quelque chose à faire. En fait, on a les lieux, on a l'outil. Comment est-ce qu'on peut faire différemment sans que le collaborateur ait forcément à sortir du site ? Et donc voilà, on a travaillé le projet, on a été chiné. Enfin, vraiment, ça a été un projet passionnant. Et aujourd'hui, on sort 200 couverts par mois. Pour un bistrot, c'est pas mal. En tout, vous êtes à combien de couverts du coup sur le site ? Sur le site, alors avec le télétravail, c'est compliqué, mais on est à 280 couverts moyenne jour et 100 passages cafétéria et une vingtaine de couverts au bistrot, pardon. Ok. Et de votre côté, chez Ubisoft, qu'est-ce que vous avez mis en place côté restauration ? Alors, en effet, on a des offres qu'on peut qualifier d'événementielles. Ça, c'est une première catégorie d'offres. On a parlé des petits déjeuners. Alors, nous, on offre le petit déjeuner une fois par mois pour des raisons aussi de sobriété budgétaire. Et il est vrai, comme vous l'évoquiez, Anne, que l'impact sur la fréquentation, ces lundis-là, ces lundis de Happy Lundi, comme on les appelle, sont visibles. On fait 20% d'occupation supplémentaire par rapport à un lundi classique. Donc, c'est extrêmement favorable. Et par ailleurs, on s'est structuré au sein de l'équipe Workplace autour des événements, autour des célébrations d'équipe, de façon à adresser en fait les besoins de nos clients en interne, que ce soit pour animer et se restaurer au cours de séminaires, de réunions d'équipe, de différents moments de célébration. Donc ça, c'est pour la partie plus toute la journée. Et puis, autour des pauses déjeuner, on a 2 principaux modèles de restauration sur site aujourd'hui. On a nos frigos connectés, je les évoquais précédemment, donc sur nos studios de développement à Montreuil. On en a également déployé sur notre siège à Saint-Mandé, qui fait 24 000 m² et qui accueille un peu moins de 2000 collaborateurs. Ce siège
siège, au moment de la prise à bail, on a eu la chance aussi d'avoir l'occasion de lancer notre premier restaurant d'entreprise. Donc là, on est sur quelque chose d'assez important. On a une salle à manger qui fait près de 2500 mètres carrés, qui peut accueillir 800 collaborateurs en interne, enfin en intérieur et en extérieur, avec un parvis central. On est sur 7 stands, donc c'est un food court qui aujourd'hui accueille à peu près 380 convives quotidiennement. Voilà, et je pense qu'on en parlera peut-être après, mais en tout cas, si je devais dire quelque chose, c'est que sur notre offre déjeuner, on a 3 axes d'attention systématiques, quelles que soient les modalités de consommation. On va avoir l'expérience collaborateur, évidemment. La flexibilité, le zéro friction surtout en termes de paiement, en termes d'accessibilité, en termes de queue, ça c'est hyper important. On a l'offre évidemment, le contenu, avoir la bonne offre au bon tarif pour nos équipes, et puis avoir aussi une offre décarbonée, responsable. Et puis on a également notre responsabilité sociétale. Voilà, qui va passer au travers de nos choix de prestataires et puis nos engagements en termes de zéro gâchis, de zéro plastique, toutes ces choses-là. Effectivement, oui. Au-delà du modèle, on parlera de l'offre aussi plus en détail après. Du côté des acteurs de la restauration, ils ont énormément souffert de la crise sanitaire et économique qui s'en est suivie. Certains tentent de se réinventer en faisant évoluer le modèle vers plus d'agilité, plus de services. Guillaume Richard, où en est le marché? Quelles sont les pistes de développement privilégiées? Alors aujourd'hui, le marché a effectivement pas mal évolué et le marché de la livraison aussi au sein de l'entreprise. En 2022, ça a fait plus 20%. Donc la livraison, c'est-à-dire vous avec toutes les plateformes de livraison, vous allez vous connecter au resto d'à côté ou livrer un plat pour varier aussi les offres par rapport à ce que vous avez sur site. Donc aujourd'hui, on est plus sur une offre de flexibilité et envie de varier aussi les plaisirs, le choix. Le marché s'oriente de plus en plus sur une alimentation saine et durable d'ailleurs, comme chez Food Cherry. Et les acteurs de la food tech, ce qui est important, c'est ils se basent aussi bien pour la food, donc de faire de la food saine et durable et savoureuse. Et après, la tech permet aussi d'avoir le choix, d'avoir beaucoup plus de choix que ce qu'on pourrait retrouver sur site et d'avoir aussi la possibilité de choisir. Par exemple, chez Food Cherry, nous, on a l'EcoScore, le Nutri-Score sur tous nos plats. Vous savez exactement qui a cuisiné, quels sont les allergènes. Donc en fait, on va très très loin sur aussi l'information du consommateur et donc du salarié pour aller choisir son plat en fonction de ses goûts et en fonction de son régime alimentaire. Mais les appels d'offres ont évolué aussi. On est plus sur des appels d'offres classiques. Aujourd'hui, ça intègre un food court, des frigos connectés, du click and collect. C'est beaucoup plus large et varié que ce qu'on pouvait aussi avoir avant. Oui, et puis après, il y a même des acteurs qu'on connaissait, des acteurs du B2C, du marché du B2C, comme Starbucks, Prêt à manger, en fait, qui ont débarqué dans les entreprises. Et ça, c'est très marque ampleur, puisque c'est des acteurs assez emblématiques du grand public qu'on trouve donc en ville pour le consommateur B2C. Et donc là, ces acteurs-là, assez populaires, arrivent du coup en entreprise. Donc effectivement, il y a une espèce de transformation aujourd'hui. Vous avez aussi tout ce qui est frigo connecté pour se nourrir un peu à toute heure et nous comme Food Cherry de la restauration en click and collect où vous allez en fait passer par l'application et aller directement chercher votre commande sur le comptoir qui est intégré à l'entreprise et en fait ça enlève tous les freins qu'on pourrait trouver dans des restaurations un peu classiques qui fait qu'on peut aussi être amené à faire un peu de queue et quand on est un peu pressé ou on veut aller plus vite, du coup ça fluidifie on va dire le parcours client. Anne Griffon, vous le disiez, vous êtes arrivée assez récemment sur le marché de la restauration. Quelles pistes vous avez explorées de votre côté et pour répondre à quels besoins ? C'est justement parce que le marché de la restauration était en mutation qu'on s'est dit qu'on avait une carte à jouer. Je pense que honnêtement, il n'y aurait pas eu le Covid, je ne sais pas si on serait venu sur le marché. On est venu parce que, alors pour ceux qui connaissent Château Forme historiquement, ça fait 30 ans qu'on accueille des séminaires et des événements d'entreprise. Et dans les marqueurs forts de Château Forme, il y a ces moments de table avec un chef qui cuisine sur place, des produits de saison en circuit court. Donc ces marqueurs, nous on les a depuis 30 ans en fait. Et c'est vraiment pas nouveau pour nous.
Et finalement, quand on a regardé les nouvelles attentes en entreprise, et puis surtout qu'on pouvait travailler sur des périmètres beaucoup plus petits, parce que sortir des 1200, des 1500 repas, qui sont des approches très industrielles, c'est clairement pas notre positionnement. On n'avait rien à raconter là-dessus. Et donc là, quand on a travaillé sur Château Forme Inside et qu'on a eu cette nouvelle réflexion de dire comment on peut venir couvrir le parcours global du collaborateur en entreprise, assez naturellement, quand on s'appelle Château Fort, on a dit on ne peut pas faire l'impasse sur la table, il faut qu'on puisse proposer une solution. Et on est venu avec nos marqueurs habituels. Donc, c'est-à-dire que dans la mesure du possible, on travaille avec notre client pour avoir un prix à l'entrée forfaitaire et ensuite vous allez avoir accès aux différentes propositions, donc en libre service sur les salades, les desserts, le fromage, etc. Et le chef qui vous sert 3 plats, donc un carnet, un poisson, un végé. Et donc là, c'est aussi une façon de créer du contact. Et on se rend compte que ce marqueur fort, il est simple, mais c'est une autre façon de créer de la convivialité. C'est-à-dire qu'au lieu de passer avec un plateau où on peut avoir cette impression de faire la queue, d'être dans un truc un peu en chaîne et pas très fun, et le fait de me relever plusieurs fois, de croiser du monde différent au gré des plats et de ce que je vais choisir, c'est une autre façon de croiser les gens et d'échanger, et ça fonctionne pas mal. Bon, tous les clients ne peuvent pas ou n'acceptent pas cette entrée forfaitaire, et donc on peut aussi faire un prix par plat, mais c'est pareil, on va pas faire la pomme à 1,27 €. Vous aurez un prix pour l'entrée, un prix pour le plat et un prix pour les desserts. Et en complément, justement, on s'est rendu compte que tout le monde n'avait pas non plus ni le temps ni la volonté de passer 20 minutes, voire 1 heure à table. Et donc, on a créé le café partisan en complément, qui est vraiment une offre avec le même cahier des charges, mais qui me permet de consommer rapidement salade, tarte, plat chaud. On y fait aussi, on peut aussi couvrir l'amplitude horaire. Donc ça nous permet de faire les petits déjeuners, les goûters sur place. On a le barista évidemment. Et voilà. Et ces 2 offres se répondent très bien quand on a l'espace pour le faire. C'est plutôt intéressant. Et Guillaume en parlait, effectivement, on retrouve de plus en plus les codes de la restauration commerciale. Alors quand ce n'est pas les enseignes qui rentrent vraiment dans les entreprises, mais ne serait-ce que les codes de la restauration commerciale en entreprise, comme par exemple le service à table. Oui. Est-ce que l'objectif finalement, c'est de repenser le service avec une attention privilégiée vers l'utilisateur réellement ? Oui, alors ça c'est un autre fait, on voit beaucoup sur les réponses que l'on fait. Justement, on n'est plus du tout sur ces grands espaces et on est plutôt sur des poches qui répondent à des moments différents. C'est-à-dire que le même collaborateur dans sa semaine, dans le mois, va un jour avoir envie de manger avec ses collègues pour 3 €. Alors là, ça défie toute concurrence, comme on disait, mais même voilà, pour un prix plutôt raisonnable, on va être sur des grandes tables et c'est très, très convivial. Et il y a d'autres moments où j'ai envie de célébrer avec mon équipe et d'avoir une table un peu plus élaborée et je vais pouvoir avoir une partie bistronomie. Il y a des moments où j'ai aussi besoin d'inviter mes clients et je vais pouvoir avoir une table de direction. Et notre capacité, c'est de pouvoir adresser ces différents besoins justement. Soit en cuisine centrale, soit en cuisine, ce qu'on appelle en liaison froide, puisque nous, on a aussi la chance d'avoir un labo de production de 3500 m². Mais c'est vraiment cette capacité, cette hyper-agilité qu'on cherche aujourd'hui pour pouvoir adresser tous ces moments différents au travail. Alors, l'un des enjeux post-Covid, vous l'avez déjà un petit peu évoqué, c'est de gérer les variations de flux dues au travail hybride. Les restaurants d'entreprise ont perdu en moyenne 20% de leur fréquentation depuis le Covid, avec une baisse allant jusqu'à 50% les vendredis. Un véritable casse-tête pour les entreprises, forcément. Comment gérer cette fréquentation à la hausse ou à la baisse en fonction des jours ? Nathalie Cara. Ouais, alors d'autant plus avec des collaborateurs qui sont en CDI. Donc on a eu une partie de notre brigade qui a décidé de faire un choix de vie et qui est partie après le Covid. Enfin voilà, les aspirations des uns et des autres étant différentes. Et donc on a choisi de ne pas réembaucher de collaborateurs en CDI. Et donc on fait appel à des auto-entrepreneurs. D'accord. Et nos auto-entrepreneurs, ça nous permet une souplesse, justement. On ne les emploie que 4 jours par semaine, parce qu'on sait que le vendredi, c'est compliqué, on fait 120 couverts maxi. Donc on a notre brigade de salariés en CDI qui est là le vendredi.
et cette brigade d'auto-entrepreneurs qui vient en fonction des pics d'activité et qui nous permet d'absorber les flux. Alors c'est pas facile, on essaye de gérer au quotidien, mais ça marche plutôt bien finalement avec des personnes qui reviennent régulièrement sur le site, qui connaissent aujourd'hui le site, et donc ça nous permet de réduire les charges fixes et d'optimiser nos coûts, puisque l'objectif c'est que le restaurant soit à l'équilibre. Ouais, et d'autant plus que niveau prévision, je pense que c'est assez compliqué. Vous êtes sur un modèle de télétravail assez poussé, 8 jours de présence par mois sur site. Oui, tout à fait. Comment vous anticipez ? Alors, on a les fréquentations, donc je suis au mois, les fréquentations. Et moi, j'ai la chance aussi de gérer toute la vie du site. Donc, j'ai la maîtrise de l'information, on a un séminaire de 30 personnes de filiales qui viennent. Je sais qu'on va faire des couverts supplémentaires. Donc, c'est un monitoring très, très fin au quotidien. Allez, je dirais à la semaine, on fait un point avec les équipes pour les alerter sur le fait qu'on aura plus ou moins de personnes. Et donc, on adapte au quotidien. Comment ça se gère chez Ubisoft ? Alors du coup, côté client, en effet, alors nous, la base, notre politique RH nous autorise la majorité de nos équipes à venir 2 jours sur site maximum. Donc en effet, ça donne lieu à des variations de fréquentation des sites extrêmement importants. On a fait le choix de laisser nos sites ouverts les vendredis. Je sais que certaines entreprises font le choix contraire. Pour nous, il en va aussi de la liberté de choix des collaborateurs et collaboratrices à déterminer quel jour ils préfèrent venir ou pas. Donc en tout cas, c'est une politique qui est forte chez nous. Donc en termes de fréquentation sur notre restaurant d'entreprise, on a des variations qui vont de 150 convives en moyenne les vendredis à 500, voire un peu plus les grosses journées. Chez nous, c'est le mardi. Pour, je vous le rappelle, du coup, 380 convives jour en moyenne. C'est pas évident. Alors nous, ce qu'on a mis en place avec notre prestataire, qui est Baxter Touret, c'est les moyens pour eux d'anticiper, en tout cas sur la production. Alors en termes de commandes, maintenant qu'ils ont 2 ans et demi d'existence chez nous, ils ont enfin un historique et donc et puis ils connaissent mieux aussi les habitudes alimentaires de nos clients. On est en food court, 4 stands, donc voilà, nos clients, nos convives en tout cas ont des habitudes alimentaires qui sont peut-être pas les mêmes que d'autres, donc ça, maintenant ils arrivent un peu mieux à calibrer leurs commandes. Ceci dit, en termes de production, ce qu'on a mis en place, c'est le partage des données d'occupation du site en push tous les matins à 10h, donc ça c'est hyper efficace. Après, on a aussi mis en place, donc pour aller dans le sens de nos engagements en termes de zéro gâchis, on a mis en place aussi pour ce qui a été cuisiné et qui n'a pas été servi, une offre à 2 € qui va se retrouver dans nos frigos connectés à partir de 16h et qui ne déclenche pas évidemment d'admission. Et puis le zéro gâchis implique aussi qu'on accepte les ruptures. Ça c'était quelque chose, voilà, c'est un message assez fort. Donc c'est vrai que parfois, dès 12h45, sur le street food, sur la grillade, on n'a plus le poisson, on n'a plus l'offre végétarienne, l'alternative qu'on pouvait proposer. C'est OK. En fait, c'est les pendants de cette posture qui est importante pour nous. Et après, effectivement, ce qu'on a mis aussi en place avec notre partenaire pour sécuriser aussi une diversité d'offres et notamment la pérennisation, nos 4 stands ouverts tous les jours, même le vendredi, c'est le fait que notre cuisine soit une cuisine centrale pour les préparations froides. Ce qui nous a permis de profiter en fait d'un stand, de l'offre d'un stand et d'un équivalent temps plein qui l'accompagne pour rester sur une offre de qualité tous les jours, malgré les variations de fréquentation. Guillaume Richard, en réponse à cet enjeu de fluctuation, il me semble que vous avez réfléchi, travaillé à une nouvelle offre chez Food Chéri pour répondre à ce besoin. Oui, alors en fait, juste avant, ce qu'il faut savoir sur les acteurs de la food tech, c'est que nous, dans la plupart du temps, les cuisines sont centrales. Donc en fait, on cuisine au même endroit pour tous nos clients. Et ce qui est important aussi, c'est qu'on se base beaucoup sur la tech pour apprendre aussi les habitudes de nos clients, même si nos clients vont nous communiquer en disant il y a plutôt le vendredi, il y a beaucoup de monde qui sont en télétravail. Donc ça, l'algorithme nous l'apprend et va donc servir et livrer uniquement en fait avec le taux d'occupation des sites, ce qui permet d'avoir beaucoup moins de gâchis. Et nous, chez Food Chéri, le gâchis, il est de 4%, donc c'est vraiment très très peu. Le gaspillage alimentaire, c'est de
4% et après même on donne aux associations derrière. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que nous, chez Foodshare, donc on a créé un comptoir autonome et ce comptoir autonome permet donc de commander sur site via l'application et on va livrer uniquement ce que le collaborateur a commandé et on va le déposer dans le comptoir, sur le comptoir autonome avec un frigo en libre accès. Et ça, c'est tout nouveau. Ça n'existe pas sur le marché et on l'a fait aussi par rapport aux nouvelles attentes du marché par rapport au télétravail qui augmente, au fait qu'il y ait très peu de monde sur site un vendredi par exemple ou un lundi, donc ce qui permet peut-être de pas forcément être rentable quand on a un RIE ou un self qui est ouvert et il n'y a personne sur site. Et donc ça, on répond un peu à ce besoin-là de fluctuation du télétravail sur la semaine. On a une question en direct, une précision. Combien de collaborateurs sur site chez Manutan 900. 900 et côté brigade, vous êtes une dizaine, il me semble. Oui, c'est ça. Ok, très bien. On en a parlé, des concepts de restauration émergent aussi de plus en plus avec des ateliers décentralisés de cuisine. Sodexo a notamment lancé une offre récemment là-dessus. On comprend bien le potentiel gain économique pour les entreprises, forcément. Est-ce que ça signe pour autant la fin à court ou moyen terme des cuisines sur les lieux de travail ? Anne Griffon, je pense pas. Pour le coup, nous, on a les deux et on voit bien que il y a tellement de facteurs qui rentrent en jeu. Quand vous reprenez des sites où il y a déjà des cuisines sur place, généralement, à la fin, le client fait le choix de garder une équipe sur place parce que c'est aussi gage d'une agilité et d'une approche différente. Justement, si vous voulez travailler sur des after-work, si vous voulez pouvoir retravailler les produits pour éviter le gâchis alimentaire, en fait, il y a plein d'approches qui sont hyper vertueuses. Maintenant, quand on est sur des bâtiments qui sont en totale réfection, Paris 8 ou QCA, c'est évident que le prix du mètre carré est tellement élevé que là, on va vraiment considérer l'intérêt de mettre un maximum de mètres carrés en front et pas en back-office. Donc, il y a aussi ce travail à faire, pas seulement avec le locataire ou l'occupant, mais aussi avec le propriétaire. Donc voilà, les facteurs peuvent être multiples et je pense que c'est ni la fin d'un modèle ni la fin de l'autre. Il y a des besoins différents en fonction des réalités. Ouais. Alors Nathalie Carral, Laurie Pigebès, vous avez toutes les deux fait le choix de conserver effectivement une cuisine en interne. Pourquoi ce parti pris ? Ça rejoint tout à fait les propos de Anne. Enfin, ça nous permet d'avoir une souplesse. Une brigade internalisée exige de toute façon une cuisine, je dirais, localisée sur le site. Ça nous permet de retravailler les produits, de diminuer nos pertes et puis de réaliser nos after-work en interne. Voilà. L'after-work, la convivialité. Voilà, la convivialité. Donc, il est hors de question qu'on se sépare de cette cuisine-là en interne, en tout cas, enfin, chez Manutan. D'autant plus qu'à Gonesse, vous avez aussi la place qui permet... On a quelques mètres carrés, oui. Ça. Puis je me permets, Julie, quand on est justement sur ce principe de poche où je dois faire et de la restauration traditionnelle et de la table de président et à un moment, c'est là que la liaison froide trouve aussi une partie de ses limites. Même si on sait faire l'événementiel, on sait tout apporter, mais il y a aussi ce principe de temps, c'est que je peux travailler sur un temps beaucoup plus court quand je suis en cuisine sur place. Donc, ça participe de cette souplesse. Et typiquement, quand vous avez une table de président, la liaison froide, ça ne fait pas forcément très bon ménage parce que par principe, ça change à la dernière minute tout le temps. Donc là, vous trouvez vos limites. Laurie Pigebès. Oui, je pense que je vais confirmer ce que disaient Nathalie et Anne. Nous, de façon très pragmatique, on ne s'est pas vraiment posé la question. Le bâtiment nous a été livré avec un back-office incroyable de 500 mètres carrés, 300 mètres carrés de cuisine. Aujourd'hui, on a les équipes qui sont staffées pour répondre un peu à des engagements de cuisine, de prestations, en juste à temps. On a des grillades, on a quand même une offre qui nécessite
évite de toute façon, en effet, d'avoir une cuisine sur place. Mais en effet, l'agilité, si notre prestataire nous proposait une autre façon peut-être, notamment sur la préparation des produits bruts, ou en effet sur une cuisson à l'anglaise, sur une partie de l'offre qui nous permettait de redistribuer les ressources et peut-être pourquoi pas d'ouvrir enfin un stand toute la journée, ce qui n'est pas aujourd'hui notre cas, mais pour aller servir une offre de snacking ou accompagner les collabs tout au long de la journée dans leurs réunions informelles qui pourraient avoir lieu dans la salle à manger, ce serait formidable. Mais en effet, nous, l'agilité est l'essentiel. Je parlais juste avant de l'importance des célébrations, le fait que mon équipe soit staffée autour des besoins clients à longueur de journée. On a besoin de cette agilité, on a besoin que nos demandes puissent être adressées, que ce soit en effet du happy lundi, du petit déjeuner, jusqu'à l'afterwork, jusqu'au pot de départ, jusqu'aux célébrations annuelles. Donc ça, c'est absolument essentiel. Et puis, j'évoquais aussi juste avant, notre cuisine aujourd'hui est une cuisine centrale pour notre prestataire, puisqu'il prépare des prestations froides qui sont disséminés auprès d'autres distributeurs. Donc, pour le coup, eux ont besoin de notre cuisine, très clairement. Alors, il y a le modèle, le service, mais aussi ce qu'on met dans l'assiette. Et là encore, les choses évoluent. En 2023, 44% des salariés déclaraient ne pas suivre de régime particulier. 26% se disaient flexitariens et 25% végétariens. Est-ce que vous avez vu, vous aussi, une évolution dans les habitudes et les comportements alimentaires des salariés ? Alors, pas que les salariés, je reviens sur le métier historique. Je veux dire, il y a 30 ans, tout le monde mangeait du saucisson, de la charcuterie, enfin, personne ne se posait la question. Aujourd'hui, je pense qu'il n'y a pas un séminaire, un événement où on n'a pas une liste, mais absolument monumentale d'allergies, de choix alimentaires, etc. Et évidemment, ce qu'on retrouve dans ce métier-là, on le retrouve dans l'entreprise tous les jours. Et donc, d'ailleurs, vous parliez du fait de pouvoir afficher les Nutri-Score et toute la composition des préparations. Aujourd'hui, ça devient un incontournable. C'est ce qu'on fait pour Deloitte, par exemple, qui est très anglo-saxon dans son approche et donc très attaché à toutes ces informations-là. Aujourd'hui, il y a des logiciels qui font ça très bien, même en faisant de la cuisine sur place, simple, lisible, etc. Vous pouvez afficher tous les Nutri-Score et toutes les informations. Et par contre, ça demande aussi de la préparation en amont. Et c'est là qu'on pense que notre savoir-faire peut nous aider, c'est-à-dire mieux connaître les convives, mieux connaître les entreprises. Et finalement, presque chaque individu avec lesquels on travaille, c'est la richesse qu'on peut avoir quand on est en entreprise. C'est de pouvoir presque... si je tire le trait, faire le petit plat pour la personne que l'on sait avec un régime alimentaire vraiment très particulier. Et ça, c'est là que ça devient intéressant aussi de tisser ce lien quand on est partenaire. De personnaliser un peu. De personnaliser, oui. Tout à fait. Nathalie Carrache et Manutan, est-ce que vous observez aussi cette diversité alimentaire ? Tout à fait. Et du coup, on a installé des rituels. Tous les jours, on a un plat végé et un plat de poisson. C'est hyper important. Pour la variété de notre offre et pour répondre aux différents besoins du collaborateur. Donc, ce sont des tendances croissantes. Et donc, il faut vraiment qu'on s'adapte à la demande du client. Et donc, voilà, un plat végé, un plat de poisson ou une omelette tous les jours de façon à satisfaire tout le monde. Chez Ubisoft, il me semble que l'offre végétarienne est assez forte, assez poussée. Oui, mais au même titre finalement que toutes les diversités, toute notre recherche pour aller adresser en fait les différents régimes alimentaires, les différentes attentes. C'est pas franchement nouveau. En fait, nous quand on a commencé quand on a réfléchi à l'appel d'offres, au cahier des charges de l'appel d'offres de notre restaurant d'entreprise, c'était 2019, donc juste avant le Covid. À l'époque, on avait mené une grande enquête en interne pour aussi prendre les besoins, les attentes de nos collaborateurs en matière d'offres, mais aussi d'usage. Et on avait déjà validé ces besoins de diversité, cette recherche d'équilibre alimentaire, l'intérêt aussi pour une nourriture plus responsable. Donc je dirais que peut-être qu'en effet le trait s'est un petit peu renforcé et qu'on accorde en tout cas nous toujours autant d'importance au fait qu'il y ait un plat pour tout le monde. Nous, un peu comme chez Manutan, on propose en effet une alternative. Alors, on propose des plats végétariens et des alternatives végétariennes. On a un stand de street food, donc qui est la cuisine du monde, avec tous les jours un plat carné ou un plat avec des protéines animales et une alternative végétarienne. On a un stand salade, mais l'idée c'est que les végétariens ne se réduisent pas
à de la salade. On a un stand cocotte qui propose 2 fois par semaine une recette qui est exclusivement végétarienne. Et puis on a un stand grillade, là où on a du poisson et on a la possibilité aussi de se faire servir une assiette de légumes à prix dégradé. Donc voilà, moi par contre, là, c'est peut-être pas l'enjeu de la question. Moi je note par contre une vraie évolution en termes d'usage. Je ne sais pas si vous... Allez-y. On en parle maintenant, on y va. C'est vrai que quand on a pensé le restaurant d'entreprise, on a cherché à répondre à tous les modes d'usage, tous les comportements qu'on constatait et qui étaient requis d'ailleurs par nos clients internes. On avait beaucoup de gens qui se faisaient livrer leurs repas, qui mangeaient à leur bureau, qui mangeaient aussi leur propre, ce qu'on appelle la gamelle, qui ramenaient pour des raisons aussi de coût, qui ramenaient économiques, qui ramenaient leur gamelle. On a cherché à adresser ces usages-là, du coup, avec notre prestataire au restaurant d'entreprise, en déployant une flotte de frigo connectés, en plus de l'espace à manger, en déployant une offre de click and collect et surtout en leur proposant, en exigeant d'ailleurs que tout collaborateur, qu'il soit convive ou pas du restaurant d'entreprise, puisse manger avec ses collègues. Ça nous a valu de perdre certains répondants au moment de l'appel d'offres, pour des raisons d'hygiène ou de responsabilité. Donc, et c'était hyper important pour nous. Un restaurant d'entreprise, c'est un restaurant social, par définition. Aujourd'hui, on a supprimé le click and collect, on a réduit la flotte de frigos connectés. Clairement, avec 70% de captation, il y a une évidence au fait que les collaborateurs passent plus de temps et apprécient de passer un petit peu plus de temps dans la salle à manger, ensemble. Et quand ils ont besoin de rapporter leur plat à leur bureau, soit parce que ils organisent autrement leur temps de travail, ou parce qu'en effet, ils sortent de la salle de sport qui est attenante à la salle à manger, ils vont préférer aller choisir un plat à emporter et le choisir au stand, avec cette possibilité de choix, plutôt que d'aller dans un frigo connecté où le choix est un petit peu réduit, évidemment. Donc ça, c'est un vrai changement de comportement pour moi que je vois post-Covid. C'est intéressant, vous avez adapté au fur et à mesure, effectivement, en fonction des usages. Vous avez parlé de nourriture responsable aussi. Selon le dernier baromètre U-Explorer, 65% des salariés souhaitent des offres de restauration appétissantes, des menus variés et des produits de qualité avec une attention particulière sur le sourcing. Est-ce que ça devient vraiment un prérequis aujourd'hui, Guillaume Richard ? Alors, complètement. Après, nous, c'est notre créneau. Nous, on est le restaurateur le plus engagé de la food tech aujourd'hui. Donc, chez Food Chéri, on a décidé de faire 50%, de proposer 50% de repas végétariens dans notre carte. Et cette carte-là, aujourd'hui, elle est changée tous les jours. Aussi, on a décidé, il y a quelques années, de faire une impasse aussi sur une partie de notre chiffre d'affaires, puisqu'on a arrêté le bœuf, le cabillaud et l'avocat, pour des raisons que vous connaissez, d'engagement aussi et d'écologie. Mais pour autant, aujourd'hui, on arrive à proposer une carte qui est changée tous les jours avec des plats, une quinzaine de plats au choix, minimum. Et ça permet d'avoir de jouer aussi sur une diversité aussi de l'alimentation pour nos consommateurs. Alors, on en a parlé au tout début, effectivement, la restauration doit continuer d'intégrer un volet social avec un prix accessible à tous. Nathalie Carré, vous avez parlé de 3,60 €, a priori imbattable. Mais pour autant, c'est un défi au vu de l'inflation grandissante avec l'envolée des prix sur les produits alimentaires. Comment continuer à garantir un repas de qualité sans pour autant répercuter les prix sur les salariés ? Laurie. Oui, je peux y aller. Alors, en effet, nous, on ne va pas s'aligner sur le prix du plateau moyen. Chez Bissoff, combien ça coûte chez Bissoff ? Chez Bissoff, en 2023, on était sur 5 €, auquel viennent s'ajouter la subvention patronale qui amène le plateau moyen autour de 9,50 €. Cette année, là, on vient d'annoncer à nos convives une augmentation de 3% sur le coût alimentaire, donc le coût à l'assiette, ce qui reste quand même relativement réduit au regard de la situation économique. Donc, c'est un sujet qui n'est pas évident à aborder. On doit prendre en compte à la fois nos engagements auprès de nos convives d'une expérience sociale et puis les contraintes auxquelles fait face notre prestataire. Une des premières actions qu'on avait mises en place l'année dernière, c'était de dissocier les tarifs de l'offre végétarienne de celle de l'offre carnée.
Voilà, donc on a peut-être un peu plus de 10% d'écart de prix. C'était notre façon à nous de soutenir déjà une alimentation plus responsable et puis d'essayer aussi d'adresser toutes les bourses. Après, de façon très pragmatique, on a aussi dû accepter de faire des compromis en matière d'exigence qualité, en termes de sourcing. Ce qui était 100% local hier, aujourd'hui en partie. On va s'ouvrir un petit peu plus aux pays frontaliers de l'Union européenne, notamment sur la viande parfois. On a maintenu nos labels, les volailles bleu, blanc, rouge, les labels rouges, la pêche durable. Mais voilà, on est passé de catégorie 0 à catégorie 0 et 1. On a un petit peu réduit le pourcentage de bio. Enfin, c'est notre façon à nous, tout en restant dans des standards qui sont très élevés et qui restent supérieurs aux standards de notre prestataire, de pouvoir quand même continuer à faire vivre ce restaurant d'entreprise. Et puis voilà pour la partie alimentaire. Et après, en termes d'admission, parce que c'est aussi un élément qui pèse aussi sur le coût du plateau. Là, pour le coup, c'est une autre négociation qui s'est menée avec notre prestataire. On a, avec eux, redimensionné aussi certains coûts fixes, réadapté certaines prestations à la réalité aussi de la fréquentation, mais au même titre d'ailleurs que sur les prestations que moi je gère avec mon équipe au niveau du site, la collecte de déchets, le ménage. Voilà, on a cherché à optimiser les ressources et de fait à maintenir quand même notre coût d'admission depuis 2 ans, ce qui est plutôt une belle performance. Nathalie Carré, est-ce que vous arrivez à maintenir le menu à 3,60 € malgré le contexte inflationniste ? Alors, c'est une vraie politique d'entreprise. On a choisi de ne pas augmenter le coût du repas compte tenu effectivement de la crise économique, du contexte inflationniste. On joue sur plusieurs leviers. On a notre directeur du restaurant qui va plus souvent à Rungis faire ses appros pour avoir des meilleures touches. Donc ça, c'est hyper important et ça nous permet de maintenir la qualité. On remplace parfois certaines typologies de volailles. On passe de la dinde au lieu du poulet parce que c'est moins cher. Et puis, il y a un vrai investissement de l'entreprise, un vrai abondement de l'entreprise qui est supérieur, bien entendu, à ce que ça n'était avant le Covid, de façon à maintenir ce coût. Donc, c'est un équilibre compliqué, mais nous, notre souhait, c'est vraiment de maintenir ce 3,60 €, je dirais, aussi longtemps que l'on pourra, même si on arrive quand même en limite du sujet là. Anne Griffon. Non, mais on le voit, et c'est d'ailleurs les témoignages qu'on a. Moi, je pense qu'il y a déjà une responsabilité extrêmement forte de l'entreprise parce qu'on peut demander à tous les partenaires du monde de sourcer les meilleurs produits, de faire du bio, etc. Et c'est ce que vous dites, c'est qu'à un moment, si vous nous donnez 3 € prix final pour travailler, on ne saura pas faire. Donc, il faut vraiment qu'on arrive à travailler main dans la main. Il y a les politiques de l'entreprise, il y a des labels aussi aujourd'hui qui nous obligent à avoir des cahiers des charges extrêmement exigeants. Quand vous rentrez dans un bâtiment qui a un label WELL, par exemple, vous avez des cahiers des charges qui font que vous devez pouvoir répondre à tout un tas d'exigences et que si à côté vous avez votre client qui vous dit oui mais moi je ne vais pas payer ce prix-là, vous dites ne rentrez pas dans un bâtiment WELL parce qu'en fait vous n'êtes même pas capable de répondre aux exigences qui vous sont imposées. Donc c'est vraiment un travail main dans la main. Effectivement, nous on essaye aussi de promouvoir des produits non carnés et donc de les rendre plus abordables. Enfin voilà, c'est aussi une façon de travailler les prix et de faire ça le plus intelligemment possible. Mais il y a de toute façon ce fameux frais d'admission qui est aussi voilà, déjà le point de départ pour pouvoir mettre un pied dans le lieu qui doit être bien travaillé, bien négocié. Et puis aussi, oui, tout augmente, ma bonne dame, comme on dit. Et donc, il faut que notre partenaire accepte, sans partir dans des envolées à 10 ou 15%, de pouvoir participer au bien manger des collaborateurs, puisque je rappelle que le titre, c'est quand même manger bien, travailler mieux, et que pourquoi on n'investit pas autant sur la table quand on se retrouve dans un contexte comme celui-là, qu'on investit dans l'environnement de travail ou dans du matériel. Voilà, je pense qu'il faut le mettre au même pan et pas se dire j'ai fait une négo il y a 5 ans ou il y a 3 ans avec mon partenaire et on doit rester comme ça jusqu'à la fin du contrat. Alors, on doit rester agile là-dessus aussi. Vous avez parlé effectivement de cette notion de bien manger. Selon vous, est-ce que c'est le rôle de l'entreprise que de prendre cette responsabilité du bien manger ?
Laurie Pigeaubès. La question piège. La responsabilité de l'entreprise, pour moi, elle s'exprime en termes de protection de la santé physique et mentale des salariés. Donc, à ce titre, en effet, notre responsabilité en tant qu'entreprise, c'est de chercher par tous les moyens de venir nourrir en fait cette santé au travail. Donc, le bien manger en fait partie. Aux côtés, évidemment, des offres qu'on pourrait proposer en termes de sport, en termes d'équilibre vie pro, vie perso, en termes de politique RH, évidemment. Donc voilà, je pense que chacun doit faire aussi avec ses moyens, ses ressources, qu'elles soient financières ou humaines. En tout cas, pour nous, nous chez Ubisoft, en effet, c'est une responsabilité en fait qu'on endosse pleinement côté Workplace. Et d'ailleurs, il y a quelques années, on avait créé une charte qu'on appelle la charte du bien manger chez nous, qui est un guide en fait, c'est un outil interne que Fabrice de mon équipe a créé, qui est basé sur une scorecard en fait, et on passe au filtre de cette scorecard l'ensemble des prestataires de restauration, que ce soit pour le room service, pour les prestations sur site, pour notre restaurant d'entreprise, pour les frigos connectés, de façon à déterminer si oui ou non ce partenaire est acceptable. Donc là-dedans, on va retrouver ce qui est important pour nous. Donc en effet, la saisonnalité, le pourcentage de bio, l'employabilité aussi, le fait que le prestataire emploie ou non, fait appel à des CDI, à une flotte de personnes en CDI ou non, les moyens logistiques aussi, c'est important pour nous. Donc c'est vrai que c'est notre façon à nous d'assurer aussi la qualité de vie au travail au travers de la restauration. Ok. Guillaume Richard. Oui, moi je pense que ce qui est important, juste la question c'était... Est-ce que c'est la responsabilité de l'entreprise de garantir ce bien manger Non, je pense qu'effectivement c'est ce qui est hyper important aussi, pour nous, ce qu'on constate chez nos clients et sur site, c'est que quand la subvention employeur est importante, à ce moment-là, on a aussi beaucoup plus de repas vendus. C'est-à-dire que chez nous, on a 40% de nos ingrédients qui sont bio. Et on priorise aussi tout ce qui va être circuit court, labellisé. Et donc, ça a un coût, forcément. Donc, nous, notre panier moyen, il est environ, pour entrée plat dessert, il est à 11 € à peu près. Mais quand on commence à avoir 11 € plus une subvention assez importante, là, on peut proposer de la bonne qualité de food avec un prix qui est relativement intéressant pour le salarié. Et si on n'a pas cette subvention-là, donc si l'entreprise en soi ne joue pas le jeu, effectivement, ça devient assez relativement important sur la bonne food pour un prix élevé. Mais bon, généralement, nous, chez nos clients, ils subventionnent aux alentours entre 5 à 7 €, donc ce qui permet d'avoir un repas qui est relativement abordable en termes de prix. Nathalie Carra, j'imagine que pour vous, la réponse est oui aussi, vu que vous disiez que la restauration était un projet d'entreprise important. On ne conçoit pas de faire mal manger nos collaborateurs. Donc oui. C'est un facteur du bien-être au travail. Ça vient en complément de tout ce que l'on déploie autour du sport et je dirais de la limitation de la sédentarité. Et donc on va venir nourrir nos collaborateurs sainement avec des produits locaux, avec des recettes qui sont confectionnées par nos collaborateurs, et ça, on y attache beaucoup d'importance. Alors, on a aussi posé la question à Manuel Martins, directeur adjoint de l'environnement de travail France chez Danone, que l'on a reçu lors d'un podcast récemment. On écoute sa réponse et je vous laisse réagir juste après. Je pense même que notre responsabilité doit encore être un peu plus accrue et qu'on doit s'engager. Alors, comment s'engager un peu plus ? Aujourd'hui, la responsabilité pleine et entière des achats, elle est chez le prestataire, chez l'un des acteurs de la restauration. Je pense qu'on pourrait faire des choses plus tripartites et je pense aussi qu'on pourrait s'engager sur des volumes avec des producteurs locaux pour les aider à faire en sorte qu'on ait le juste prix d'achat. Voilà. Donc oui, je pense que le client peut aussi prendre une importance un peu plus forte sur l'acte d'achat et garantir un équilibre de vie pour les gens qui sont engagés dans la culture et qui produisent pour ces restaurants.
Alors, vous l'avez entendu, il part d'une responsabilité accrue de l'entreprise dans l'acte d'achat avec un juste prix d'achat. Est-ce que cette proposition vous semble réalisable, souhaitable ? Laurie Pijobès, vous voulez réagir déjà juste avant, allez-y. Oui, sur autre chose, mais j'y reviendrai. Oui, avec tout ce qu'on s'est dit avant, elle est réalisable. Mais encore une fois, tout est une question aussi d'agilité et de trouver la bonne balance avec nos prestataires. Quelque chose que je n'ai pas signifié précédemment, si on a remis en cause en effet certaines exigences, il y a des choses, il y a des impondérables, hein, le frais, le local, ou en tout cas la provenance UE, ces choses-là, on ne les a pas remises en cause, et on n'a pas remis en cause notamment le partenariat de notre prestataire avec Bisque, qui est un distributeur de produits hors normes. Ce type de partenariat, ça a un coût en fait, et ça participe aussi de nos engagements RSE. Donc ça fait partie aussi des partis pris qu'on a pris. Mais pour revenir sur le bien manger et la responsabilité de l'employeur, on a beaucoup parlé d'offres alimentaires. On n'a pas forcément parlé du moment. Bien manger, c'est aussi manger dans de bonnes conditions. Et en fait, à ce titre, la vision qu'on a eue aussi quand on a ouvert notre restaurant d'entreprise, et il fallait un parti pris fort, c'était que cet espace soit un espace indépendant, que les collabs s'y sentent vraiment comme au restaurant, dans un restaurant traditionnel. Et ça n'a pas été forcément simple à vendre en interne auprès de la direction. Ubisoft, c'est une entreprise avec des marqueurs très forts, avec des marques très fortes. Et je voulais vraiment, c'est important, en tout cas pour moi et pour mon équipe, que dans cet espace, on n'ait pas ces marqueurs et que les collabs puissent s'autoriser à être un tout petit peu ailleurs. On puisse déconnecter un petit peu. Déconnecter, exactement. Donc manger bien, ça passe aussi par où est-ce qu'on mange. Anne Griffon, pour revenir sur le témoignage de Martins. Moi, j'aime bien l'idée de Manuel Martins. C'est un peu ce que j'avançais. Et effectivement, on parle d'un engagement plus fort sur la partie food, mais c'est aussi vrai sur les collaborateurs. Nous, on a vraiment à cœur de n'avoir que des CDI dans nos équipes. Et il y a même des projets qu'on refuse parce qu'on nous demande des cartons, des mi-temps, des choses qui créent de la précarité, en fait, pour nos collaborateurs. Et donc, effectivement, si nous, on avait un client qui s'engageait, alors on travaille déjà en direct justement avec des paysans, des artisans, on va commander directement, et pas que à Rungis, même si on est à côté. Donc nous, on serait ravis que nos clients soient partie prenante. Bon, la vérité, c'est qu'on n'en est vraiment pas là, quoi. On nous a un peu filé le bébé, et voilà, et on doit répondre au cahier des charges, et on se débrouille. Mais en tout cas, bonne nouvelle, certains, Manuel, a priori, y travaillent. Alors, on entend certaines directions faire des choix très affirmés, en supprimant par exemple complètement la viande ou les snackings trop gras, trop sucrés. Jusqu'où l'entreprise peut aller en matière de responsabilité, justement, Nathalie Cara? Alors, nous, en fait, on n'a pas fait ce choix-là parce qu'on touche un panel de collaborateurs qui va de l'entrepôt au cadre supérieur. Donc, on ne peut pas supprimer la viande. Clairement, quelqu'un qui travaille en entrepôt a besoin de féculents, a besoin de viande pour être performant et bien travailler l'après-midi. Donc, on ne souhaite pas. Bien sûr, on n'a pas de barre de snack, de barre de céréales à la sortie du restaurant, bien entendu. Mais on ne souhaite pas, je dirais, réduire notre offre de façon drastique, de façon à permettre aux collaborateurs, qui sont quand même nos clients internes, d'avoir une consommation qui leur corresponde et qui corresponde à leurs besoins. Laurie Pijobès. Oui, pour nous, le maître mot quand même en termes de restauration, c'est le choix, la diversité. On en parle déjà depuis presque une heure. Donc on a fait des choix responsables, en effet, et aussi dans le contexte inflationniste qu'on connaît. Oui, on a très peu de bœuf, on a quasiment que des produits de saison dans notre restaurant entreprise. On a imposé le zéro plastique. Alors, on a quand même des yaourts en plastique. Il y a des usages dont on ne peut pas vraiment faire l'économie, mais par contre, on n'a pas de bouteilles en plastique, par exemple, au stand. En revanche, moi, je suis assez mal à l'aise avec l'idée que l'employeur se substitue aux collaborateurs ou aux collaboratrices. Voilà, j'aime pas qu'on fasse des choix pour eux. Donc, nous, on a aussi des distributeurs automatiques dans les étages qui proposent du snacking, des sodas,
chacun est quand même libre de faire les choix qui lui incombent. Mais l'important, c'est quand même qu'il y ait une diversité d'offres pour tous les régimes alimentaires et tous les besoins, quel que soit le moment de la journée. Je pense que c'est libre mais informé, c'est-à-dire pouvoir faire des choix aussi avec toutes les informations à disposition. Bon, le petit clin d'œil, quand Châteauforme arrive dans un bâtiment tertiaire, c'est Châteauforme, on va pouvoir avoir des bonbons. Donc il y a quand même des petits réflexes qui restent et on essaye d'avoir le pendant avec des graines et des choses un peu plus équilibrées. Mais je pense qu'il ne faut pas virer. Alors déjà, je pense que c'est très parisien comme approche et que si vous allez dans les bureaux en région, on est quand même sur des approches alimentaires, voire même sortez juste de Paris et Manutan, ou sur des métiers qui sont plus difficiles. Alors sans avoir de la viande à tous les repas, on peut les éduquer là-dessus, mais voilà, il faut quand même rester un peu ouvert d'esprit et ne pas penser trop parisien, parce que voilà, on n'en est pas là. Déjà, essayez de manger végétarien au restaurant en province, vous allez voir que c'est pas simple. Nathalie Caram. Oui, je voulais rebondir sur ce que Laurie a dit sur les yaourts, les pots en plastique, etc. Chez Manutan, on a choisi de travailler avec un collectif d'agriculteurs qui nous mettent nos yaourts dans des pots en verre, et ces yaourts, donc sont consommés par nos collaborateurs. On récupère les pots en verre, voilà, et donc on ne paye que le contenant. Donc c'est un levier RSE, bien entendu, mais aussi de gain en termes d'achat, parce qu'on ne paye que le contenant, en fait, que la matière. Et donc ça, voilà, il y a encore plein de leviers qu'on peut aller travailler comme ça, qui vont nous permettre d'être encore plus RSE, mais aussi d'optimiser nos achats. Alors effectivement, ça fait maintenant un peu plus d'1 heure qu'on discute ensemble. Il est temps de répondre à la question de l'émission Anne Griffon. Est-ce que la restauration peut devenir un levier de performance pour les entreprises ? Est-ce que finalement, un salarié qui mange bien est un salarié qui travaille mieux ? Allez, Anne Griffon. Moi, je l'ai dit au début, notre motto, c'est des salariés heureux font des clients heureux. Et pour rendre un salarié heureux, il faut prendre soin de lui. Et prendre soin de lui, c'est prendre soin de lui dans toutes ses dimensions. Avoir un leadership qui soit à la hauteur pour l'accompagner et le faire grandir. Avoir des espaces de travail qui soient agréables. Et pouvoir prendre soin de sa santé physique, mentale, et l'alimentaire en fait partie. Donc, c'est un grand oui. Nathalie Caram. J'en suis persuadée. Il est clair que l'offre de restauration contribue au bien-être du collaborateur au quotidien, et donc offrir un environnement de travail qui va lui permettre de mieux se concentrer sur ses tâches. Donc oui, clairement oui. Guillaume Richard, de votre côté. Alors moi je suis complètement d'accord, et aussi pour l'aspect performance, sur le click and collect par exemple, ou dans l'univers de la start-up, on n'attend pas forcément notre plat ou notre repas, et ça va vite aussi. Donc ça apporte aussi beaucoup plus de temps, non pas à attendre, mais à partager avec ses collègues à table. Et donc forcément, ça amène de la performance et du bien-être aussi en plus de temps à profiter de l'instant plutôt que d'être dans la queue à attendre. Laurie Pijobès. Oui, tout à fait. Moi, je dirais un grand oui pour toutes les raisons qui ont été évoquées précédemment, tant dans ce que les équipes vont trouver dans leur assiette en termes d'équilibre alimentaire, et puis parce que autour de la pause déjeuner, il y a pause en fait, et que pour être performant aussi, il faut savoir s'arrêter et puis passer un moment de convivialité, un moment où en tout cas on fait autre chose que de réfléchir à sa to-do list. Donc oui, bien sûr. Alors, on a déjà brassé un bon nombre de sujets, mais je pense qu'il y a encore des questions de la part du public. Manon, sur quoi portent les interrogations ? Concernant l'offre alimentaire, avez-vous intégré les normes de la loi Egalim dans vos cahiers des charges ? Alors, la question s'adresse à tous, je pense. Oui, pour partie, en tout cas, de toute façon, on n'a pas le choix, j'ai envie de dire. Et soit on était très en avance, on n'est jamais à 100%. Donc, il y a des paramètres sur lesquels on doit encore travailler. Mais le sujet, et ça revient au sujet économique précédemment, c'est que cette loi Egalim, elle est très exigeante, et donc elle implique des coûts d'achat qui ne vont pas à la baisse. Et donc là aussi, ça va être un travail avec nos clients pour trouver le bon équilibre.
Guillaume Richard. Oui, alors nous on a un cran d'avance sur la loi Egalim. C'est que vu qu'on est engagé aussi, on a toujours fait attention à ce qu'on achetait, donc avec priorité circuit court. On a 40% de bio aujourd'hui. La loi Egalim, c'est 20% dans la restauration collective. Donc du coup, on a 20% de plus. Mais c'est pas pour autant qu'on va continuer aussi à augmenter la part de bio dans nos ingrédients. Mais c'est vrai que ça, c'est hyper important et c'est engageant aussi de plus en plus puisque ça devient une loi, donc ça devient aussi une norme à respecter pour la restauration collective. Nathalie Carra, chez Manutan, vous... Alors, on n'a pas de cahier des charges, mais en tout cas, on s'oblige effectivement à tendre vers cette loi Egalim au travers de nos achats, c'est clair. On n'a plus le choix aujourd'hui que de faire autrement. Laurie Pijobès, pareil. Oui, nous, pareil, nous, côté client, du coup. Mais oui, en effet, on continue à collaborer avec notre prestataire pour pouvoir s'approcher des exigences. Tendre vers les objectifs quand même de la loi. Manon, est-ce qu'on a d'autres questions ? Toujours en matière de RSE, le volet anti-gaspi devient un incontournable quand on parle de restauration. Quelles actions peuvent être mises en place en ce sens ? Alors Laurie, vous en avez déjà un petit peu parlé pendant l'émission. Peut-être rappeler ce que vous avez mis en place chez Ubisoft ? Oui, tout à fait. Donc, en termes de zéro gaspille, déjà, c'est vrai que je ne rentrerai pas dans les détails, mais on avait fait le choix de notre prestataire Baxter Storey il y a 2 ans et demi, car pour aussi sa capacité à produire en juste à temps. Alors, je mets des guillemets, parce qu'évidemment, pour servir 400, jusqu'à 700 convives jour, c'est pas possible. Mais en tout cas, ils ont une production extrêmement raisonnée et avec une anticipation qui fait que, en effet, on accepte la rupture, mais en tout cas, on ne surproduit pas. Donc en plus de cette production qui déjà produit assez peu de gaspillage, on a notre offre zéro gâchis à 2 €, donc puisque tout ce qui a été cuisiné le jour J et qui n'a pas été présenté auprès du collaborateur, en tout cas pour la partie plat chaud, est redistribué, en fait, est reconditionné dans des Tupperware réutilisables et donc mis à dispo à 2 € à partir de 16 h dans nos frigos connectés. Et en plus de ça, notre prestataire a un partenariat avec des associations, mais en vérité, ce qu'il nous dit, c'est qu'ils n'ont rien à donner, il reste plus rien. Donc voilà, en gros, les gros... Voilà. Et puis après, en termes de zéro gâchis sur les contenants, on a mis en place, nous pour les yaourts, on n'est pas encore prêt, mais par contre sur tout ce qui est vente à emporter, le choix aussi de centraliser l'ensemble de nos prestations de restauration sur site auprès du prestataire du VRIE nous permettait aussi de profiter d'une flotte de vaisselle lavable pour le room service, mais également pour nos frigos connectés. Donc ça, c'est notre façon aussi à nous d'adresser le zéro plastique, le zéro gâchis au travers du zéro plastique. Chez Manutan, il me semble que vous servez aussi des frigos connectés pour... Alors oui, c'est une offre qu'on va développer. Effectivement, on est en train de la travailler puisqu'on a une conciergerie internalisée. Donc voilà, on a, je dirais, la liberté d'implémenter dans nos frigos connectés ce qu'on a envie. Et donc oui, on va mettre en place un système de plats emportés sur les invendus. On est en test, c'est vraiment délicat en termes d'hygiène. Il faut faire hyper attention. Et donc on va proposer aux collaborateurs effectivement dans ces frigos connectés de pouvoir prendre un repas à tarif, on n'a pas encore fixé les tarifs aujourd'hui, mais qui leur permettent de soit dîner le soir parce qu'ils n'ont pas envie, ou de pouvoir avoir un plat lorsqu'ils sont en télétravail, et aussi d'étendre nos services lorsque les collaborateurs ne sont pas forcément sur site. Une autre question peut-être ? Entre site de production centrale et site de production locale, quel est le modèle économique qui semble le plus pérenne selon vous et comment avoir une offre de qualité avec une cuisine décentralisée ? On en a déjà un petit peu parlé. Anne. Pour le coup, on en a effectivement parlé, mais ce que j'entends à la fin de la question, c'est que c'est absolument pas opposable. C'est pas parce que vous faites la liaison froide que vous allez avoir une cuisine de moins bonne qualité. Alors, c'est sûr que vous ne pourrez pas avoir de grillade, sauf si vous l'avez prévu. D'ailleurs, on peut avoir des cuisines qui sont justement entre les deux, mais c'est absolument pas opposable. C'est vraiment, comme on l'a dit, un choix de mètre carré, un choix logistique... un choix de flexibilité. Financièrement, pour avoir fait l'exercice de nombreuses fois, parce que les clients se posaient la question,
Franchement, c'est assez équivalent aussi. Donc, sur de la prestation classique. Après, effectivement, pour Food Cherry, on est sur une approche différente. Bah oui, chez Food Cherry, on a la cuisine centrale et après, bon, c'est notre modèle, mais nous, ça nous permet d'avoir à un seul endroit où on maîtrise absolument tout, c'est-à-dire on se met dans une bulle où il y a plus de 100 personnes, donc des chefs qui cuisinent à l'intérieur, et ce qui nous permet aussi de maîtriser absolument toute la qualité. Donc ça, c'est important. Quand on commence, et ça c'est un fait, quand on commence à avoir plusieurs sites de production, du coup ça devient un casse-tête aussi à respecter, on va dire, la même qualité de food qu'on propose si la carte est similaire dans tous ces endroits-là, et ce qui nous permet, nous, quand on a une cuisine centralisée, de centraliser en fait, et d'avoir moins de soucis dans ce sens-là. Je dis pas que quand on décentralise les cuisines et on a des cuisines sur site, c'est le cas, mais juste nous, on est hyper à l'aise sur ce modèle-là, et ce qui nous permet de tout maîtriser, d'acheter en plus grosse quantité aussi, d'acheter mieux et bien, et après de tout cuisiner, et donc voilà, après on ne lésine pas sur la qualité non plus, parce qu'on a plus de 120 personnes qui cuisinent tous les jours, et ce qui nous permet de bien gérer la... Ouais, alors ce qui peut peut-être être aussi un intérêt de la cuisine sur place, c'est vrai qu'on ne cuisine pas du tout de la même manière. En fait, chaque chef chez nous est libre de la carte qu'il compose tous les jours. On est un peu en mode cuisine du marché, et justement, il y a ce principe d'achat central, mais après, il va pouvoir faire ses coûts, parce que c'est sûr que la cuisine que je fais pour L'Oréal n'est pas la même que celle que je fais pour Célio, ou celle que je fais pour un cabinet d'avocats. Et ça, on l'a appris aussi au cours de nos 30 ans d'histoire. On avait des chefs qui avaient coutume de dire, moi, tant que j'ai pas vu passer mes équipes sous ma fenêtre, je me mets pas en cuisine, parce que c'est sûr, je veux pas faire la même chose pour des gens qui sont sur des plateformes pétrolières une grande partie de l'année, et des L'Oréaliens qui viennent passer une journée. Et c'est une réalité. Donc ça peut aussi être l'intérêt d'avoir sa cuisine sur place, c'est vraiment d'avoir quelque chose très très adapté aux collaborateurs qui y sont. Les deux modèles ont des avantages en tout cas, a priori. Après, tout dépend effectivement du besoin. En tout cas, ce n'est pas opposable. Non. Manon, une autre question. Les brigades de cuisine sont-elles constituées par un prestataire ou composées des collaborateurs de votre entreprise ? Pouvez-vous à cette occasion rappeler le nombre de collaborateurs dans chacune de vos entreprises ? Alors Manutan, vous l'avez déjà précisé, mais voilà, on a une brigade de 10 collaborateurs salariés Manutan, et on tourne en général avec 4 auto-entrepreneurs qui viennent en fonction de la fréquentation, et on est 900 sur site. Très bien. Du côté d'Ubisoft, on fait les comptes. Oui, nous, côté Ubisoft, on est 1800 collaborateurs sur le site qui accueille le restaurant d'entreprise. Les brigades côté Baxter Storet sont internalisées chez Préter. Ça faisait partie aussi de nos exigences du cahier des charges que leurs collaborateurs soient en CDI. Ils sont au nombre de 10, plus 1 dans le cadre de l'accord que je développé précédemment, ce partage de notre cuisine pour de la liaison froide. Voilà. D'accord, très bien. 10 plus 1. Une dizaine en tout cas, a priori. Avec la direction, les commis, et puis les cuisiniers, et la plonge. On va prendre une dernière question peut-être. Pour vous, quelle est l'offre incontournable dans un espace de restauration et pourquoi ? C'est au début qu'il fallait la poser cette question. L'offre incontournable. Si on devait en choisir une pour terminer du coup cette émission. Mais je pense qu'on l'a dit, c'est que, et vous le disiez très bien en tant que client, c'est qu'il y a quand même un rôle social historiquement de cette restauration. Donc c'est pouvoir proposer une restauration accessible, bonne, de saison et équilibrée. Et voilà. Et c'est pour ça qu'on a toutes ces formes de réponses et autres, mais qui viennent quand même adresser ce besoin-là. Et faire en sorte que j'ai des collaborateurs qui aient envie de venir parce qu'ils savent qu'ils vont trouver cette réponse-là dans l'entreprise. Donc, la qualité et le prix. Alors moi, c'est vrai que si je devais choisir sur nos 4 stands, je n'avais pas le choix. Si je m'en réfère au taux de prise et à la taille des files d'attente, je dirais que le stand barbecue, donc notre stand grillade, est celui qu'il faudrait absolument garder. C'est celui qui nous permet finalement de répondre à l'ensemble des régimes alimentaires. Il y a de la viande,
Mais grillade de poisson. tofu, alors pas grillade. Oui, absolument. Viande, en tout cas pour les flexitariens, c'est nickel. En effet, on a des alternatives végétariennes et puis on a aussi la possibilité de se restaurer sans aucune protéine animale en composant une assiette de légumes et de féculents. Donc je dirais que c'est celle-là qui répondrait le mieux à l'ensemble des besoins. Un stand Qui de marche pas en grillade. liaison froide, dommage. Non, là il nous faut la cuisine en effet. Voilà. Guillaume Richard. Non, après, je pense que tout dépend aussi du type de population qu'il y a sur site. Parce que là, on parle de ce service-là de grillade, par exemple, mais une grillade, ça marche bien dans les gros sites, des gros sites avec essentiellement des grands groupes. Ouais. Mais après, si on s'adresse plutôt à des PME ou des sites un peu plus petits, des sites annexes de grands groupes, là, c'est quand même toujours un peu compliqué d'avoir un restaurant d'entreprise avec des grillades, avec des frais qui sont très élevés aussi, le fait d'avoir des collaborateurs sur site, avoir une grosse cuisine. Et c'est là où aussi, je pense qu'il y a le choix d'un prestataire qui est un peu plus flexible, donc dans les acteurs du click and collect, de la food tech, qui s'adresse aussi à des plus petits sites, des grosses PME. Et donc voilà, en fait, je pense que du coup la question ça dépend des sites aussi, et ça dépend de la population sur place. Si on va chercher plutôt une nourriture sociale ou à moindre frais, ou un siège peut-être social d'un petit site à Paris où on veut du choix. Moi, je milite pour Food Cherry. C'est vrai que ce type de restauration a quand même permis à des beaucoup plus petites structures d'avoir accès à des repas équilibrés. Donc je rêve qu'on soit en consigne 100%, mais bon, ça c'est un autre débat. Mais c'est sûr que c'est génial de pouvoir avoir ce type de restauration aujourd'hui, parce que manger à la boulangerie tous les jours, c'est pour le coup, là je trouve que l'entreprise n'est pas dans son rôle, et malheureusement parfois elle ne peut pas faire autrement parce qu'elle n'a pas les infrastructures suffisantes pour le faire. Donc merci d'exister. Merci. Ça dépend du côté de Guillaume Richard pour la réponse effectivement à adapter en fonction de chaque entreprise. Nathalie Cara. Nous, c'est sur l'offre. Le stand qui marche le mieux, c'est le stand d'animation. Donc c'est un stand où on fait des pizzas, où on fait des pâtes fraîches, du risotto. Et c'est ce stand-là où on observe, quand on observe et quand on regarde les chiffres, qui marchent le mieux. Parce que c'est de la nouveauté, parce que tous les jours on a une offre différente, et que nos collaborateurs de la logistique sont friands de ce Parce type qu'on parle d'offre. avec le chef. Ben On oui, échange. ouais, voilà. On a quelqu'un qui prépare le plat à la minute. Voilà, donc cet esprit de convivialité et de se dire, tous les jours on a une surprise parce qu'on n'affiche pas nos menus, donc on ne sait pas ce qu'on va trouver au restaurant. Et donc ce stand d'animation marche fort, oui. Merci Manon pour les questions. On arrive maintenant au terme de cette émission. Sachez que le replay sera disponible d'ici 24 heures. Vous retrouverez aussi un compte-rendu de nos échanges dans le numéro de mars-avril. Un grand merci à vous quatre surtout pour cet échange autour de la restauration. Et rendez-vous en mai pour une nouvelle émission consacrée cette fois-ci à l'aménagement. Bonne journée à tous.